Nous allons parler des relations entre l'entreprise et l'enseignement supérieur et je voudrais évoquer pour commencer le dernier rapport du Conseil d'analyse économique, vous savez, qui pointe les ravages que provoque sur l'économie ce qu'il appelle un progrès technique en berne. Eh bien, vous allez voir qu'ici, on essaie de tirer haut et fort le drapeau du progrès technique et vous êtes pratiquement conviés à un brain meeting, si je puis me permettre cette expression, puisqu'on a un rassemblement de cerveaux, si vous l'aviez compris. Vous avez ici 8 des acteurs locaux de cette relation, de cette collaboration, devrais-je dire. Celui que nous attendons, Jean-Charles Cadiou, qui est président-directeur délégué de la filiale de l'Université de Nantes, intitulée Capacité, vous connaissez. Il est professeur des universités en automatique et en mécanique. Il est chercheur sur la commande des systèmes robotisés au sein de l'IRSIN, l'Institut de recherche en communication et cybernétique, dont vous allez voir qu'il nous a envoyé quelques-uns de ses brillants représentants. Vous avez à droite du dispositif Xavier Tostivin, qui est directeur régional, qui est entrepreneur, qui est directeur régional de l'EPSI Web International School. C'est une société spécialisée dans la formation pour et au sein des entreprises. Xavier Tostivin, vous êtes responsable de la commission enseignement entreprise du MEDEF 44. À la droite, donc à la gauche du dispositif, aussitôt à côté de M. Tostivin, Pascal Casari, qui est professeur des universités, mécanique et matériaux. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche en génie civil et mécanique, le GEM, sur la durabilité des matériaux et des structures composites et les capteurs à fibre optique. Vous avez ensuite Benoît Furet, qui est à gauche du dispositif, qui est professeur des universités, responsable de la recherche à l'UT de Nantes, chercheur à l'IRSIN lui aussi. Vous avez Yves Pouzin, je reviens, l'homme qui porte la barbe, qui est enseignement et responsable du Centre de ressources techniques et de transfert industriel de l'IUT de Nantes. Vous avez ensuite Olivier Cardin, qui a une chemise blanche, qui a piloté, vous allez voir, un projet avec Yves Pouzin. Olivier Cardin, il est, lui, maître de conférence, enseignant-chercheur, enseignant à l'IUT, chercheur à l'IRSIN. Vous avez Didier Barbary, qui a la chemise à rayures, gérant de la société GB2 Productique du groupe Europe Technologies. Et enfin, Hélène Kerembloch, normalement on devrait commencer par les dames, pardonnez-moi, qui est directrice de la communication du groupe TIPCO. Bien, alors, on devait commencer avec M. Cadiou, mais on a l'homme adéquat pour nous présenter un petit peu Capacité. C'est vous, Pascal Casari, si vous preniez un micro et que vous pouviez peut-être nous présenter cette filiale de valorisation qui met les travaux ici des laboratoires à la disposition des entreprises et des collectivités. C'est la possibilité d'innover. Expliquez-nous un petit peu l'économie globale de cette opération Capacité. Oui, alors depuis l'autonomie des universités, l'université a pu se doter d'une filiale, donc qui est une société privée détenue à 100% par l'université. Cette filiale a pour vocation première de valoriser les travaux de recherche des laboratoires. De les valoriser soit quand un enseignant-chercheur ou un chercheur a une idée et voudrait la destiner au monde socio-économique, soit quand une entreprise sollicite l'université pour avoir un service, une expertise ou un besoin de quelque nature que ce soit, et pour lequel l'université pourrait répondre. Donc la filiale, c'est le moyen de s'adresser aux entreprises en disant désormais, on a une obligation de résultat et on n'a plus uniquement une obligation de moyens. Puisque ce qui caractérise la recherche, c'est une obligation de moyens, de faire du mieux qu'on pourra pour trouver des choses, mais ce qui caractérise les entreprises, c'est l'obligation de résultat. Donc sur cette opportunité, on a quand même du côté de l'université plus de 1700 enseignants-chercheurs qui détiennent de l'expertise dans tous les domaines, de toutes les disciplines qui vont des sciences humaines et sociales aux sciences dures, en passant par la médecine, en passant par voilà, toutes les disciplines que contient notre grande université. Et Capacité a trouvé un format décliné en cellules de compétences
de manière à pouvoir bien s'identifier vis-à-vis du monde socio-économique en disant, ben voilà, il y a des compétences en robotique, ces compétences vont être mises en musique par souvent un ou plusieurs enseignants-chercheurs experts et relayées par du personnel embauché par la filiale à statut de droit privé. C'est donc dire qu'il y a un personnel qui n'est pas du tout rattaché à l'université, qui est dédié à capacité pour les opérations concrètes que vous avez à mener. Tout à fait. Alors ce sont des personnels qui seront aussi à très haut niveau de qualification, puisque si on veut vendre de l'innovation, il faut être, je dirais, bien pointu sur son sujet. Donc ce sont des docteurs, des ingénieurs, des techniciens, techniciennes qui vont être au cœur de notre dispositif. Donc répartis, disséminés autour des laboratoires de recherche de l'université, et vont puiser cet oxygène auprès des laboratoires et le restituer aux entreprises. Alors il y a une trentaine de cellules de compétences. Est-ce que ça couvre vraiment la totalité du champ des capacités d'innovation dont dispose l'université et qu'elle met à la disposition des entreprises? Non, pas encore, parce que... Il y a encore donc des filons à creuser, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Il y a un vivier énorme dans la mesure où Capacité a démarré assez récemment. On est encore en régime transitoire. Certaines cellules sont arrivées à maturité, ont pignon sur rue, sont reconnues par l'industrie et il y a des liens qui se créent. Mais par contre, il y a énormément de filons, comme vous dites, à creuser et surtout vis-à-vis de la politique de l'université, à la croisée des disciplines. Ce qui fait notre force, un petit peu en comparaison à ce qu'on avait dans le tissu de la R&D du XXe siècle, on va dire, c'était des forces de recherche ou d'innovation qu'on trouvait souvent dans les grandes écoles d'ingénieurs. Ces grandes écoles étaient largement en avance sur notre dispositif à l'époque. Et désormais, on va chercher à mixer des compétences en mécanique et parfois des compétences en sciences humaines. Il y a des transversalités qui s'opèrent. La transversalité, c'est le levier sur lequel Capacité va pouvoir tirer dans les années futures. D'accord. Alors, gros potentiel. Ça, on va réussir à le développer tout à l'heure. Je voudrais passer la parole maintenant à Xavier Tostivin. Vous dirigez donc une entreprise. Hein, vous êtes, ce que j'ai dit au sein du MEDEF, vous êtes responsable de la commission enseignement entreprise. Vous avez donc une vision des besoins en formation et des besoins en source d'innovation des entreprises. Alors, l'existence de cette entité en tant qu'entreprise qui est Capacité, est-ce que ça peut changer quelque chose fondamentalement? Est-ce que ça a déjà changé quelque chose pour répondre aux besoins des entrepreneurs? Décrivez-nous le besoin des entrepreneurs tel que vous le ressentez, vu du MEDEF, et puis on passe à la réponse. Je ne vais peut-être pas répondre directement à votre question. Allons-y, on va faire avec. Merci de m'avoir invité. Des brillants universitaires autour de moi, mais je connais bien Capacité. Jean-Charles Cadou et son équipe, en effet, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux. Mais avant de répondre à votre question, ce thème il est intéressant parce que pour nous, à bien y réfléchir, il sous-entend d'autres questions. Pour moi, il y a un problème de gouvernance qu'on pourra peut-être aborder ce soir. C'est la notion de co-construction de modules. Et c'est peut-être aussi... Vous parlez de quel module? De quel module? Co-construction de modules. Recherche, développement. Absolument. Il y a la problématique des écoles doctorales aussi, à mon avis, qui sera intéressante à évoquer. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Hein. Et puis, il y a bien sûr tout ce qui relève des contrats, du contractuel entre la recherche publique et le secteur privé. Et le dispositif est... Voilà, Jean-Charles Cadou. L'originalité du dispositif me paraît intéressant. Et puis derrière tout ça, ensuite, pour moi, il y a aussi un point qu'il faudra aborder, c'est la notion de propriété intellectuelle. Ce que je voudrais après rajouter, c'est de dire que pour nous, il n'y a pas de panorama global, mais il n'y a pas de clivage non plus entre les industries et les services. D'accord. Alors, moi, il n'y a pas de panorama global, c'est-à-dire que vous n'avez pas connaissance des besoins des entreprises en matière d'innovation, de compétences qui leur soient externes. C'est quelque chose qui reste secret, qui reste au moins discret? Non, ce que je veux exprimer par là, c'est que tout le monde est concerné. Tout le monde? Tout le monde est concerné. Donc, tous les secteurs d'activité, donc c'est pour ça, quand je dis pas de panorama global, en fait, tout le monde est concerné. Aussi bien dans l'industrie que dans les services. Et donc, historiquement, il est vrai qu'il paraît naturel ou évident que des liens se sont tissés avec le monde de la recherche ou le monde de l'université et l'industrie, mais aussi, et de plus en plus, avec le monde des services. Donc, tout le monde est concerné.
Mais on suppose qu'auparavant, avant que n'existe cette interface que Pascal Casari vient de nous décrire et que nous allons creuser avec vous, Jean-Charles Cadiou, merci d'être là, les entrepreneurs qui avaient véritablement besoin d'une innovation, qui avaient besoin d'un concours externe, savaient-ils trouver le répondant en face dans les universités, dans les laboratoires des universités, ou est-ce que c'était une sorte de galère, quoi, deux mondes qui se méconnaissaient l'un l'autre? Alors, je vais vous pardonner parce que je suis venu avec des notes. Hein. Mais j'ai ramené quelques chiffres quand même. Très bien. Pour éclaircir notre débat. Et en Europe, aujourd'hui, donc, il apparaît évident que 8 créations d'emplois sur 10, c'est mat de l'exploitation industrielle et de l'innovation technologique. Ça, c'est un constat qu'on a fait et que je pense qu'on partage tous. C'est donc capital. C'est donc fondamental, c'est capital, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je reviens, c'est une évidence totale, quoi, ça devient naturel. Pour autant, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt porté par les grandes entreprises et peu par les startups, les PME. Mais il faut quand même faire attention à ce qu'on affirme parce que vous allez voir que les chiffres sont quand même intéressants. Les acteurs publics. La France, aujourd'hui, en préparant cette conférence, je voyais qu'on était toujours dans le top 3 pour tout ce qui est sciences de la vie, mathématiques et économie. C'est plutôt rassurant. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à parler de déclin, mais là, on est plutôt bien. Les entreprises, vous le savez bien, ont des difficultés d'autofinancement. Il y a des baisses de marge. Et pour autant, on continue à investir massivement en R&D. Il y a 13 000 entreprises qui font de la R&D. Dans les 13 000, il y a 11 000 PME. 11 000 PME. 1800 ETI et 200 grandes entreprises. Pour autant, ces fameuses 200 grandes entreprises, c'est 61% des dépenses de R&D. Voilà les chiffres, hein, pour vous donner un petit peu quelques réponses. Alors, il y a une question que je me pose. Vous parlez finalement de la capacité financière à investir dans la recherche. Est-ce qu'on n'a pas là, avec l'interface du type capacité, une faculté à investir un peu moins que si on se dotait d'un service de R&D? Est-ce que c'est pas plus léger, plus agile, au fond, de procéder comme ça? On va faire toute la réunion sur capacité. Non, bien entendu non. On va passer à des exemples, vous inquiétez pas. Oui. Moi je pense que c'est une initiative qui est très pertinente et qui vient compléter d'autres dispositifs qui existent aujourd'hui, qui fonctionnent plutôt bien. Et donc elle est la bienvenue, mais je crois que ça marche bien, c'est une belle réussite, capacité aujourd'hui. Et donc ça vient compléter, ça offre en effet des opportunités pour des entreprises de différentes tailles qui n'avaient pas forcément eu ces réflexes au départ, ou qui n'avaient pas la possibilité de rentrer dans d'autres dispositifs comme le CIFRE, le CIR, etc. D'accord. Alors, je vais revenir vers vous, Jean-Charles Cadiou. On a présenté, grâce à la vision qu'en a Pascal Casari, bien entendu, capacité assez fortement, mais brièvement. Est-ce qu'on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail? La trentaine de cellules de capacité dont vous disposez, elles couvrent quel champ de possibilités d'innovation pour les entreprises, quelle que soit leur taille, y compris les petites et les moyennes? Alors, capacité, comme l'a présenté certainement Pascal, c'est là une différence par rapport à beaucoup de choses qui existent. Le micro sur le menton, le coaching de l'usage du micro. Allons-y. Donc du coup, je disais, comme l'a dit Pascal, donc capacité apporte quand même dans le paysage une nouveauté, je dirais, c'est de rendre lisible l'université. L'université, à la différence de beaucoup d'autres organismes, est effectivement pluridisciplinaire. Donc touche sur Nantes, notamment, hein, mais c'est vrai dans beaucoup de métropoles, un grand nombre de disciplines, allant de la médecine, en passant par les sciences humaines, en passant par la technologie, etc. Et c'est vrai que sans interface pour pouvoir travailler avec le monde économique, on laisse... c'est un maquis, ça apparaît comme un maquis. Ça apparaît comme un maquis. Alors c'est pas un maquis pour celui qui connaît. Bien entendu. C'est une complexité qui est naturelle si on veut travailler sur tous ces plans-là, mais qui reste, si on n'a pas un guide dans ce monde, effectivement assez inaccessible ou assez incompréhensible. Donc du coup, on a simplifié cette position de l'entreprise par rapport à l'université. On l'a simplifié même aussi au-delà du simple capacité. Hein. Je ne sais pas si Pascal a eu le temps de parler aussi de l'espace entreprise qu'on a mis en place. Le résumé de ce que peut être l'université pour une entreprise, c'est effectivement trois choses. La première chose, c'est d'innover, on en a parlé pas mal avec capacité, donc c'est de donner une force
avec des ingénieurs qui vont faire je dirais, le lien entre le chercheur et le besoin de l'entreprise, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur des prestations qui vont être terminales, je veux dire, d'un niveau qui va répondre à un besoin du marché très précis, sans avoir à se soucier de recherche. Donc toute la transformation a été faite à travers les ingénieurs, mais ça peut être aussi des réponses à des entreprises qui vont vouloir travailler sur de la R&D, qui vont avoir un tout petit peu plus de temps pour aller un peu plus loin, ou des entreprises qui vont travailler au niveau de la recherche collaborative. Ce qui est important aussi d'indiquer, donc du coup, l'université, c'est pas seulement l'innovation, mais bien évidemment, ça va être le côté aussi formation, qu'on appelle par la formation continue, mais qui est la formation au niveau des entreprises, pour accompagner cette technologie qui a été poussée effectivement par cette... C'est l'aide au passage à l'innovation. Exactement. C'est l'appropriation finale par les personnels de l'entreprise avec qui on a travaillé de cette innovation, parce que c'est aussi un travail. Hein. L'innovation, souvent, c'est un changement, c'est parfois des changements de méthode. On a parlé de la technologie, mais c'est aussi des nouvelles approches, c'est des nouvelles procédures à mettre en place, et tout ça, il faut les former, il faut accompagner. Vous dirigez donc une vraie entreprise. Est-ce qu'en se constituant, en se lançant, se développant, elle a fait ce qu'on appelle du benchmark? Est-ce qu'elle a étudié les besoins du tissu? Est-ce qu'il est simplement d'ailleurs local, ce tissu-là, ou est-ce qu'il est national au bout du compte? Alors il est même, international. Dans le tissu d'entreprise, hein, j'entends. Tissu d'entreprise, on travaille avec des entreprises internationales, avec bien évidemment un grand souci des entreprises régionales. Hein. On est implanté ici, donc on a... Ça va de soi. La proximité aide à se préoccuper des gens qui sont à côté. Mais on va dire que ça se représente sur 50-50. Hein. 50% des entreprises sont locales de la région, 50% des entreprises sont soit nationales, soit à l'étranger. Alors, est-ce que vous avez essayé d'adapter votre développement, la mise en place de vos cellules de capacité de compétences, aux besoins que vous détectiez dans le cadre de la recherche? Alors, ce qui est important pour mettre en place ces activités, hein, ces cellules de compétences où on met des ingénieurs, c'est bien évidemment deux choses qui sont importantes. C'est l'existence au niveau des laboratoires de choses valorisables, hein, je dirais à moyen terme, puisque du coup il faut qu'on travaille, mais bien évidemment des réponses à des entreprises et des besoins des entreprises. C'est cette dualité en fait des deux besoins. Le besoin du chercheur est accompagné vers l'entreprise et le besoin de l'entreprise de venir se ressourcer vers la recherche, qui est la confluence de ce qui se passe dans les cellules. Et est-ce que vous avez adapté votre produit réponse, enfin vos produits de réponse, aux besoins qui sont ceux des petites entreprises, petites et moyennes, qui n'ont pas cette faculté d'investir lourdement? Est-ce que vous avez calibré ça sur le plan financier y compris? Oui. Donc du coup on a travaillé sur ces aspects-là. Alors c'est vrai qu'on est en demande de travailler encore plus avec des PME, puisque du coup le nombre de PME disponibles sur la région, rien que sur la région, est déjà très très important, et de pouvoir les rencontrer, de travailler avec eux n'est pas forcément facile pour nous, puisque du coup on est une entreprise, donc on doit travailler, développer des projets, continuer à avancer, et donc on n'a pas forcément le temps d'aller prospecter toutes les entreprises. Mais nous sommes effectivement prêts à recevoir le plus grand nombre d'entreprises, sachant que, à la différence de certaines entreprises qui vont produire un produit, qui vont l'exploiter, l'adapter, le développer, le chérir, et puis repasser sur un nouveau produit, on n'est pas sur cette offre-là, puisqu'on est sur une offre toujours personnalisée en fonction de l'entreprise. Donc on part toujours du problème de l'entreprise. C'est-à-dire c'est la rencontre avec l'entreprise, c'est le besoin de l'entreprise qui nous fait travailler. Mais ça suppose que l'entreprise vous ait identifié comme contact, comme interface, et qu'elle fasse la démarche auprès de vous. Tout à fait, ou que le réseau nous ait permis d'aller identifier ces entreprises. On va dans les deux sens, mais c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, l'université c'est énorme, c'est un maquis. Et bien le nombre d'entreprises qu'il y a sur la région est un maquis pour nous aussi, hein, oui. Énorme. Et on a besoin de guides, donc on travaille de façon très proche avec des structures, le MEDEF, les structures patronales, mais les structures territoriales, le réseau de développement de l'innovation, le RDI. On travaille avec le conseil régional, on travaille aussi avec les structures comme Atlampol, on travaille aussi, on travaille avec toutes les structures pour nous permettre d'aller travailler. Notre spécificité, c'est d'aller accompagner l'entreprise sur ces aspects développement d'une innovation. Pour autant, vous nous avez dit tout à l'heure au démarrage que vous n'aviez pas le temps de faire de la prospection, de la communication, etc. Alors comment ça se passe? Vous dites vous passez par le réseau, par les responsables d'entreprise, par les organisations d'entreprise, y compris à commencer par le MEDEF. On a un facteur d'attractivité qui est énorme, hein, c'est les enseignants-chercheurs dans l'université, on publie, les chercheurs travaillent sur des innovations, c'est repris par des journaux, c'est de la publicité qui se fait comme ça. Et effectivement, les entreprises disent, tiens, cette personne pourrait peut-être répondre à notre problématique.
Donc déjà, c'est un premier point d'accroche, les gens viennent vers l'université. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'espace entreprise, c'est aussi un point d'accroche. C'est un point centralisé au niveau de l'université qui permet de prendre tous les questionnements des entreprises. C'est votre bureau d'accueil en quelque sorte. Notre bureau d'accueil. Et derrière, on a tout un réseau. Et votre centre de tri. Centre d'orientation, d'accord, un petit peu, et ce qui permet, par rapport à un réseau qui est installé au niveau de l'université, d'orienter ces demandes vers les personnes qui vont pouvoir répondre. Alors, je vais vous poser une dernière question avant de revenir vers Xavier Tosteva sur quelles sont les modalités pratiques qui sont proposées aux entreprises. Il y a toute une série de possibilités, de la prestation facturée à l'unité à des choses qui lient plus longuement, des projets plus développés. Est-ce que vous pouvez nous donner la typologie de ces liens possibles, de ces collaborations? Alors, la typologie n'est pas exhaustive, il ne faut pas la prendre comme ça. Non, on ne peut pas. Je ne vais pas pouvoir la mettre en place, mais effectivement, vous l'avez dit là, on peut travailler très ponctuellement pour une entreprise, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de se mettre en partenariat avec les entreprises. On a un rôle particulier, c'est celui d'être lié à la recherche. Même une PME peut avoir intérêt d'être liée à la recherche. Et on comprend bien, on l'a dit tout à l'heure, que ce n'est pas facile d'aller investir dans ces domaines-là. Et donc le partenariat qu'on peut faire ensemble, c'est que nous, on va travailler à ressourcer cette PME pour que cette PME puisse aller développer son territoire économique, ses clients, sa clientèle, travaillant, en se ressourçant avec notre partenariat pour aller sur ces domaines de façon toujours plus différenciante et toujours plus innovante. Donc du coup, les éléments, et peut-être que je ne vais pas rester trop longtemps, puisque je vais peut-être laisser la parole au... Non, c'est moi qui laisse la parole, pardonnez-moi. Non, mais je vais dire... Alors, des exemples. On va aborder les exemples après. Ce que je voudrais, c'est qu'on ait une vision générale du cadre dans lequel on évolue, et après on va rentrer dans les exemples particuliers. Le cadre général, c'est vraiment qu'on va de la prestation très simple, d'un accompagnement, d'un conseil simple, d'une orientation vers une technologie, un choix de technologie ou une analyse d'échantillons, et progressivement sur des choses qui vont aller vers de l'ingénierie, de l'accompagnement d'ingénierie, pourquoi pas de la R&D pour ceux qui sont prêts. Et ce que je vous ai dit, même sur des entreprises, et on aura un exemple tout à l'heure avec une entreprise, on est remonté jusqu'à de la recherche collaborative avec une PME. Et ça devient intéressant. Xavier Tosteva, finalement, quel est le besoin de l'entreprise? C'est d'avoir toute cette souplesse-là, cette gamme d'une petite prestation, enfin d'une prestation brève, réponse à une question précise, jusqu'à de la co-recherche. Qu'est-ce que vous qui êtes au sein de l'entreprise et qui les connaissez bien, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, une grande flexibilité d'offres au fond, c'est ça? Oui et non. Alors, je vais vous donner, moi, aujourd'hui, l'attente majeure des entreprises. Oui, c'est ce que j'attends de vous, enfin ce que nous attendons de vous. Et bien, là, je vais essayer. Eh bien, ce qu'elles disent toutes, et ça concerne notamment le CIR, là, je vais peut-être directement sur le CIR, un crédit impôt recherche, c'est un CIR sanctuarisé. En d'autres termes. En d'autres termes, ils sont fatigués d'être redressés aujourd'hui en permanence par des administrations fiscales un peu tatillonnes. Alors ça, il faut le dire, non pas aux universitaires, mais au gouvernement. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui il y a des difficultés. Entrer dans le dispositif. Parce que quand ils ont commencé à signer des contrats avec vous, on leur avait promis une certaine stabilité à minima fiscale. Et puis c'est avéré qu'ils ont investi, vous avez investi, et puis que 1, 2 ou 3 ans après, on leur explique que c'est plus cher. La note c'est ça, et le redressement c'est tant. Donc première attente des entreprises, c'est pas d'inventer un nouveau dispositif, vous allez en créer un Xème, machin, etc. C'est d'avoir une stabilité fiscale autour de ce dispositif. Alors, sur ça, sur le CIR, prenez l'autre micro parce que j'ai l'impression qu'il y a un dialogue qui va s'instaurer, là, 30 secondes. Mais il n'est pas inspecteur. Oui, je ne suis pas inspecteur du fisc, mais j'ai travaillé à la D2RT, je sais ce que c'est un redressement fiscal et comment ça se passe, et je peux dire sur ce point-là que toutes les entreprises qui ont travaillé avec nous n'ont pas eu de redressement fiscal du tout. Il y en a certaines qui ont eu des choses, on est monté au créneau là-dessus pour expliquer, et donc ça n'a jamais eu le cas. Sur le travail avec nous, voilà. Avec vous. Avec nous. Ah, mais je ne parle de ce qu'on fait. Peut-être. Alors expliquez-nous 30 secondes parce que c'est intéressant ça. Est-ce que ce cadre-là
particulier permet précisément une double vision du côté de l'université et du côté de l'entreprise, et du coup la vision d'administration en est modifiée, c'est ça? Alors la vision de l'administration en est modifiée effectivement, puisque du coup on est bien réellement sur des activités de recherche. La problématique du CIR, pour le faire très rapidement, et j'ai eu l'occasion d'en contrôler dans les entreprises, c'est que parfois la frontière entre effectivement ce qui va être recherche et ce qui ne l'est pas est pas toujours simple à cerner. Lorsque l'on travaille avec nous, et nous sommes des chercheurs, et il faut savoir aussi que le CIR, parfois quand il y a des litiges, c'est des chercheurs d'université qui sont sollicités pour aller dire est-ce qu'on est dans le domaine de la recherche ou pas. Donc cette sécurisation, elle est vraie, et elle a été vraie pour nous. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé peut-être avec d'autres universités, mais en tous les cas, je peux dire que cette sécurisation... Est-ce que ça répond à cette objection qu'on comprend fort bien, Xavier Tostivin? Non mais attendez, ce que vous dites là est certainement juste. Mais la réalité, elle est qu'aujourd'hui, sachez que les litiges et les montants estimés des litiges avec l'administration fiscale, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Vous parlez sur quelle zone géographique? Je parle de la France. De la France entière. Alors malheureusement, je suis d'accord, et je le rappelle là-dessus, c'est parce que ces entreprises qui sont en redressement n'ont pas travaillé avec des chercheurs. C'est de la recherche qui a été faite en interne. Donc si elle travaille avec des chercheurs, et comme les chercheurs sont là pour la tester, c'est un intérêt. Et ben voilà, donc a priori votre... La sécurité, ses capacités, c'est ça? Capacité, c'est les chercheurs. Je faisais une blague. Alors... Attendez, j'ai pas fini. Non, je vous en prie. Vous me demandiez les attentes des entreprises. Oui, les attentes des entreprises sur les modalités collaboratives. Donc, je le répète, une sécurisation fiscale, c'est fondamental. Maintenant, j'ai bien noté, et c'est parfaitement vrai avec les équipes notamment de M. Cadiou, il y a des échanges en amont qui évitent de se retrouver dans une situation catastrophique. Ce qu'on demande, nous aussi, c'est de valoriser les partenariats recherche publique et entreprise par une politique d'évaluation qui tienne compte de l'ensemble des facteurs clés de succès. Alors, on ne veut pas uniquement limiter la valorisation à tout ce qui relève de la propriété intellectuelle, se limiter au seul dépôt des brevets. Okay. Oui, parce que là, on est sur un problème comme ça, de partage du fruit de la recherche et du développement. Donc, de manière générale, en fait, ce qu'on souhaite, nous, MEDEF, c'est de travailler avec vous sur des indicateurs qui permettent de progresser sur ces pistes. Et oui, on est très ouverts, afin de favoriser les partenariats et la mobilité entre les chercheurs de l'université et les entreprises. Voilà.